Monsieur, dames, bonsoir, bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré. Cérémonie de lancement ce matin du nouveau site rénové de l'ARCEP. C'était en présence de plusieurs invités et cadres. Une cérémonie présidée par le directeur général de la dite institution. Le compte rendu avec Souleymane Ousmane et Ibrahim Idi. À l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est impératif, voire indispensable, de faire sa visibilité et de se connecter au monde à travers l'éthique. C'est cela que l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP a vite compris en procédant à la rénovation de son site web www.arcep.net pour désormais donner une nouvelle image à l'institution. Ce travail a été élaboré par la société Mougani en parfaite collaboration avec un comité technique mis en place pour la circonstance. Le produit qui vous sera projeté dans un instant est le fruit de plusieurs heures d'échanges et de confrontation d'idées. Ceci dénote de la volonté du directeur général tendant à moderniser l'ARCEP par l'introduction de services électroniques e-services pour simplifier et accélérer les procédures proposées par l'ARCEP, offrant ainsi un gain de temps et une meilleure accessibilité pour les utilisateurs. Le directeur général de l'ARCEP au cours de son intervention, a d'abord rappelé la nécessité de cette rénovation avant de féliciter les acteurs qui ont participé à la concrétisation et à la réussite du site rénové de l'institution. L'ARCEP, chargée de promouvoir les technologies de l'information et de la communication dans notre pays, se doit d'être présente en ligne de manière exemplaire. La création de ce site ne répond pas seulement à un besoin de modernité, mais également à une exigence légale. Je voudrais donc exprimer mes plus sincères félicitations à la société Mougani pour son professionnalisme, mais surtout aux membres du comité qui ont travaillé sans relâche pendant 6 mois pour mener à bien ce projet. Leur dévouement et leur expertise ont été déterminants pour atteindre ce résultat remarquable. Cette action a été faite par les techniciens en l'espace de 6 mois. Aussi, à travers cette innovation, l'ARCEP veut désormais révolutionner l'institution par la qualité des prestations et du service au profit des populations. Tenue hier de la 9e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA. C'est le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Sène qui a présidé la rencontre. Cette 9e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA au Niger se tient devant plusieurs membres du gouvernement et des personnalités de grande importance. Présidée par le Premier ministre Lamine Sène, cette rencontre revêt une importance capitale pour les États de l'UEMOA, au nombre desquels figure le Niger. Je pense que c'est un rendez-vous important pour mesurer les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre, évidemment, de toutes ces politiques qui sont décidées. Parmi elles, il y a la question fondamentale de l'intégration, de la circulation des personnes et des biens, et des capitaux. Pour le Niger, la revue actuelle est celle de 2022 et fait suite à une revue technique tenue au cours de la même année. Les résultats sont assez satisfaisants. À l'issue de l'évaluation ainsi faite par nos services techniques, il ressort qu'en 2022, le Niger a consolidé sa bonne performance avec un taux satisfaisant de mise en œuvre des réformes de 76,5%. Cette évaluation a porté sur 127 réformes contre 116 en 2021. Le mémorandum obtenu par consensus après la revue de cette journée a ensuite été présenté au Premier ministre Lamine Sène, qui a profité de l'occasion pour solliciter auprès de la commission de l'UEMOA la réalisation d'une étude de l'impact des diverses sanctions prononcées à l'encontre du Niger au lendemain des événements du 26 juillet 2023.
Les produits saisonniers marquent leur présence sur les différents marchés artères de la ville. La Reina Moussa et Ibrahim Ousmane se sont intéressés à ce sujet. Le constat. Selon les saisons, la capitale Niamey regorge des produits dont la disponibilité est abondante. Parmi les produits disponibles en cette saison de pluie, on peut citer le maïs, le doum, la date fraîche, l'arachide, le manioc, etc. La vente de ces produits saisonniers constitue pour ceux qui la pratiquent une activité génératrice de revenus. Le maïs, nous le prenons ici au Niger. Nous nous ravitaillons dans un village appelé Bengou ou Sabongari. C'est un produit de culture de contre-saison. Nous prenons le sac de Doum vers Gaïa. Nous achetons le sac à 13 000 francs CFA et nous le vendons à 250 francs par sachet. Les revendeurs tirent leur épingle du jeu à travers cette activité. C'est le cas du vieux Nourou, rencontré au marché de Katako. Le sac est trop cher. Parfois, on perçoit sur le sac un bénéfice de 250 voire 300 francs CFA. Nous cherchons juste de quoi manger. Le marché de Katako est le centre par excellence de vente de divers produits. Si certaines personnes achètent pour la consommation, d'autres s'adonnent à sa commercialisation en vue de générer des bénéfices. Bien que saisonnière, la vente des produits saisonniers est une activité économique pour ces revendeurs. Cette forte disponibilité des produits se constate au cours de la période du mois de juin à septembre. En cette période, l'on remarque également un peu partout les étalages de fruits sur les différents marchés. Une de nos équipes a fait le tour pour constater la disponibilité de ces fruits. Retrouvons Samira Issa Ali Maïga et Ibrahim Ousmane. Ils sont visibles un peu partout dans les différents marchés de la capitale. Il s'agit des fruits, à savoir la pastèque, mangue, orange, ananas, pour ne citer que ceux-là. Salou, vendeur de pastèques au marché Katako, explique qu'à cette période, les fruits sont accessibles avec des prix abordables. Inch'Allah, daga Zander, Maradi et département de Dosso, de Nigeria, Les fruits nous viennent de Dosso, Zender, Agadez et souvent du Ghana. En cette période de disponibilité, les prix varient entre 200 et 500 francs CFA. Pour Salou, la vente des fruits leur permet de subvenir à leurs besoins quotidiens. Alhamdulillah, avec la vente, j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. Je ne fais que remercier le bon Dieu. Ces fruits, qui jadis connaissent une hausse vertigineuse, il y a de cela quelques jours, sont accessibles aujourd'hui à des prix un peu abordables. Comme tous les mercredis, je reçois sur ce plateau Balima Bourema pour votre rubrique hebdomadaire Actu sur le web. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga. Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 17 juillet 2024. Coopération, le ministre turc des Affaires étrangères a effectué une visite de travail à Niamey. Il est à la tête d'une forte délégation, nous apprend actuniger.com. Le ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, Hakan Fidan, a effectué ce mercredi 17 juillet 2024 une visite officielle au Niger accompagnée par une importante délégation
composé des ministres de la Défense, de l'Énergie et des Ressources naturelles, ainsi que du patron des services de renseignement turc, du secrétaire de l'Industrie et de la Défense et du vice-ministre du Commerce. À Niamey, le chef de la diplomatie turque a échangé avec les autorités nigériennes de transition sur les relations bilatérales ainsi que sur les développements régionaux et internationaux actuels. Après celle du vice-ministre des Affaires étrangères en novembre dernier, c'est la première visite d'une haute personnalité turque au Niger depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. La Turquie est un important partenaire du Niger depuis une dizaine d'années, avec la présence des grandes entreprises turques dans le pays, dans plusieurs domaines, notamment la défense, le transport aérien, les BTP, l'énergie, l'éducation, la santé ou encore le commerce et l'hôtellerie. Des relations que les nouvelles autorités entendent consolider, comme en atteste la visite du travail effectuée en janvier dernier à Ankara par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, également à la tête d'une importante délégation composée des membres du CNSP et du gouvernement de transition. Selon le Sahel.org, la Russie a salué la création de la Confédération Alliance des États du Sahel. La Russie a salué samedi la création de la Confédération des États du Sahel, mise en place le 6 juillet courant par les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ces jours-ci, nous avons appris la mise en place d'une association des États du Sahel. Niamey a convoqué un premier sommet avec le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, le président du Niger, Abdrahmane Tchani, et le président du Mali, Assimi Goïta, a indiqué la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, dans une déclaration diffusée par la télévision publique nigérienne. Nous avons le plaisir de voir que ces pays ont l'intention de définir un moyen de consolider leurs forces pour assurer leur sécurité et leur prospérité économique, a-t-elle poursuivi. Compte tenu de notre approche de la problématique africaine, nous saluons cette initiative et nous voyons qu'elle correspond aux aspirations des peuples des trois pays et elle aura un impact sur la sécurité de la région, a indiqué la diplomate russe. La Russie confirme son intention d'apporter son appui autant que possible à cette alliance des États du Sahel, notamment en matière de sécurité, de la formation du personnel militaire et des organes de police et en développement une coopération économique, a-t-elle conclu. Le 6 juillet courant, les présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger étaient réunis à Niamey dans le cadre du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel. À l'issue de leur sommet, les trois chefs d'État ont décidé de créer la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, chargée de coordonner les actions des trois pays dans les domaines de la sécurité, de la représentation internationale et du développement économique. En mini-tournée en Afrique, la ministre allemande des Affaires étrangères a vanté le Sénégal et dénoncé la présence des Chinois et des Russes en Afrique, selon DW.com. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, veut poursuivre la coopération avec les pays démocratiques en Afrique. La sous-région ouest africaine est le théâtre d'une instabilité politique depuis les putschs au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Avec les nombreux putschs dans la région et notre crainte de voir le terrorisme gagner d'autres régions, nous avons donc besoin d'amis à nos côtés. C'est pour cela qu'il était important pour le gouvernement allemand de montrer son engagement pour la démocratie et des élections transparentes, alors que la démocratie sénégalaise a fait face à des défis lors du dernier scrutin, a déclaré la ministre Annalena Baerbock. Les problèmes et les défis de la région, terrorisme, migration, criminalité organisée, pauvreté, nous concernent directement en Europe également, a-t-elle fait remarquer. C'est pourquoi l'Allemagne ne démonte pas toutes ses tentes, mais agit de manière pragmatique dans le cadre des marges de manœuvre restantes. Partout où nous, en tant que démocratie, où nous, en tant qu'Europe, n'investissons pas, d'autres investissent, créant alors des dépendances qui, en cas de doute, seront utilisées contre nous, y compris contre nos intérêts en matière de sécurité, a déclaré la ministre allemande. Annalena Baerbock a fait référence à la présence croissante de la Chine et de la Russie en Afrique. Ce n'est pas un hasard si la Chine et la Russie en particulier réalisent de très gros investissements sur le continent africain et renforcent souvent leur présence militaire dans ce contexte, a déclaré Mme Baerbock. C'est pourquoi l'engagement des États occidentaux, par exemple dans des projets d'infrastructure en Afrique,
est si important et dans leur propre intérêt économique et sécuritaire. Enfin, Balima Sahelintelligence.com nous apprend que Paul Kagame a été réélu avec plus de 99% des suffrages exprimés valables. L'élection présidentielle au Rwanda a confirmé la domination écrasante de Paul Kagame avec 99,15% des voix selon le dépouillement des 79% des bulletins. Cette victoire lui assure un nouveau mandat de 5 ans, prolongeant ainsi son règne entamé il y a 3 décennies. Si cette tendance se maintient, il pourrait même surpasser ses précédents scores électoraux de 98,79% en 2017, 95,5% en 2023 et 93,08% en 2010. Paul Kagame dirige le Rwanda depuis sa rébellion victorieuse contre le gouvernement Hutu extrémiste responsable du génocide de 1994 qui a coûté la vie à plus de 800 000 Tutsis selon l'ONU. Après avoir été vice-président, ministre de la Défense et président par intérim, il a été élu président en 2000 et réélu 3 fois depuis. Il est crédité du redressement économique spectaculaire du Rwanda après le génocide, mais critiqué pour le manque de démocratie. Son leadership est salué pour le développement économique, l'amélioration des infrastructures et les progrès en éducation et santé. Balima Bourema, merci. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous aussi, Aminatou Yaya Maïga. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis ici sur RFM cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.